Adelia Kakouji Tressibila pour l'antenne. Je vous la rends après une demi-heure, le temps de vous informer. Les journaux tout de suite. Il n'existe aucune mesure discriminatoire ou ciblée à l'endroit d'une catégorie particulière d'usagers. Le ministre provincial en charge des transports et mobilité urbaine, Jésus-Noël Chéké, informe l'opinion publique qui note qu'il n'existe à ces jours aucune opération de contrôle routier spécifique visant exclusivement les motocyclistes sur l'ensemble du territoire de la ville de Kinshasa. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. Les journaux de 7h, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur les antennes de la télévision nationale congolaise. C'est l'essentiel. Ouvrons ce journal par cette mise au point sur le processus de paie des agents et des fonctionnaires de l'État. Fin spéculation, le ministre Fwamba circonscrit les faits après la réunion d'évaluation. Doudou Fwamba rassure sur l'effectivité de la paie du premier trimestre tout en précisant que l'opération se déroule d'une manière progressive. Les détails dans ce journal. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État depuis des années, ils savent qu'au premier trimestre de l'année, il existe un glissement en termes d'opérations de paie qui doivent être réalisées parce qu'au niveau du premier trimestre, particulièrement au mois de janvier, il y a des nouvelles mécanisations et des nouvelles mises à jour qui doivent être opérées. Ces nouvelles mécanisations et mises à jour liées également à des ajustements, ajouter à cela les contraintes d'ordre sécuritaire, ont imposé à l'État d'adopter une stratégie de payer de manière progressive l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. À ce stade, pour les mois de janvier, contrairement aux bruits qui sont en train de circuler, le gouvernement a payé avant le 28 janvier de ces mois de 2026 les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels. C'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPé, donc les enseignants pour la province de Kinshasa. Ceux-là ont été et ont touché leur rémunération avant le 28 du mois de janvier. Pour les autres catégories, compte tenu des glissements, les pays ont continué au-delà de la date du 28 avec les médecins qui ont été payés la semaine passée. Aujourd'hui, je crois que la paie va continuer encore. Je crois que dans les 72 heures, nous allons clôturer les opérations de la paie du mois passé. Ces ajustements sont notamment liés, comme je l'ai dit, au rythme que nous effectuons ces opérations, compte tenu des mises à jour. Donc, les populations congolaises et les fonctionnaires doivent être rassurés, il n'y a aucun problème. Le gouvernement va tenir compte de cet état de choses dans l'évolution de la suite des opérations. Les populations doivent se fier aux sources officielles et ne pas laisser la voie aux manipulateurs qui sont en train d'agiter dans ce contexte sécuritaire qui est le nôtre. La situation est sous contrôle et le gouvernement va continuer à assumer ses responsabilités. Au fleuve Congo Hôtel, la chef du gouvernement a procédé au lancement officiel du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation des ressources en eau transfrontalière entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, un programme qui vise la mise en valeur de ressources en eau de la rivière Ubangi afin de soutenir l'essor socio-économique des populations riveraines du bassin Congo-Ubangi Sangara. D'autres détails dans ces reportages signés Emmanuela Commissaire et Patrick Djokoko. Valoriser l'eau pour transformer le monde rural. Le gouvernement congolais lance un programme régional majeur avec la République centrafricaine. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé ce lundi à Kinshasa au lancement du programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation de ressources en eau transfrontalières entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, prédire. Objectif, booster le développement rural, améliorer l'accès à l'eau potable, soutenir l'agriculture et créer des emplois dans les provinces du Nord Ubangi, du Sud Ubangi et de la Mongala. Ce nouveau programme régional, Prédire, qui porte sur la mise en valeur des ressources en eau de la rivière Ubangi pour subvenir à l'essor socio-économique des populations riveraines du bassin du Congo Ubangi-Sanga, a retenu l'attention particulière du gouvernement, partant du fait que les domaines de développement rural et de l'agriculture constituent des piliers clés du programme d'action du gouvernement
pour la période allant de 2024 à 2028, et ce, en droite ligne avec le PNSD. En conséquence, le budget alloué au développement rural et à l'agriculture pour l'exercice 2026 s'élève à près de 10%. Le programme prévoit notamment la construction d'une station de traitement d'eau à Guadolite, des systèmes d'adduction d'eau potable à énergie solaire dans plusieurs localités riveraines, ainsi que des études pour l'irrigation des périmètres agricoles. Soutenu par la Banque africaine de développement et le fonds de l'OPEP, le projet devrait bénéficier à plus de 2,4 millions de personnes, dont une majorité de femmes, et générer environ 3 400 emplois. Pour la chef du gouvernement, cet investissement qui s'inscrit dans les priorités budgétaires de 2026 vise à revitaliser durablement le monde rural et à renforcer l'intégration régionale avec la République centrafricaine. Désormais, pas de prévenus en prison pour des faits bénins. Ils sont au nombre de 125 détenus des Makala qui ont recouvert leur liberté. Une décision du procureur général près les parquets de la Cour de cassation Fermo-Vondo qui était à la prison centrale des Makala le lundi dernier. Yvette Mankoutiba, Fiston Wavingana pour les reportages. Contrairement aux rumeurs persistantes, la situation carcérale à la prison centrale de Makala est loin d'être alarmante. Mieux encore, elle est jugée globalement satisfaisante pour les détenus. C'est le constat dressé à l'issue d'une visite de routine effectuée par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondemambou. Sur place, le haut magistrat a voulu voir par lui-même. Échange avec l'administration pénitentiaire et surtout examen minutieux de plusieurs dossiers des détenus potentiellement éligibles à une libération conditionnelle. 125 d'entre eux hument désormais l'air frais de la liberté. Un moment clé pour évaluer non seulement la situation juridique des pensionnaires, mais aussi leurs conditions de détention. Je me rends compte qu'il y en a qui peuvent bénéficier d'une libération immédiate. Donc, pas liberté provisoire, mais on a carrément simplement levé la détention. Donc, ce sont des trois choses que je combine, voir si les masseurs respectent les conditions telles que je leur ai demandé pour envoyer les gens à la prison, voir aussi comment ils vivent à la prison, échanger avec les directeurs de la prison, voir si les pièces de procédure ou de détention parviennent à temps. Le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou a lancé une mise en garde ferme à l'endroit des magistrats véreux accusés d'envoyer en détention des citoyens pour des faits bénins. Un rappel à l'ordre qui sonne comme un avertissement. La prison ne doit pas être une destination automatique pour des infractions mineures. Croyez-moi, s'il y a des magistrats qui vont s'amuser pour ne pas obéir à cette instruction, ils verront ma main s'abattre sur eux, sans pitié. À Makala, l'heure est donc à la vigilance, mais aussi à la responsabilité. Responsabilité des magistrats, responsabilité de la justice. Vers la mise en œuvre d'un accord de coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Turquie, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Guy Mwendamvita, a discuté avec l'ambassadeur turc en République démocratique du Congo sur cette question de précision avec Sandra Nyangui et Jresto Fungé. Face aux défis sécuritaires régionaux, la République démocratique du Congo renforce ses alliances stratégiques. En recevant successivement les ambassadeurs de la Turquie, du Liban et du Burundi, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwendamvita, a consolidé des coopérations militaires clés, essentielles pour la montée en puissance des forces armées et la restauration durable de la paix sur l'ensemble du territoire national. Le premier reçu, l'ambassadeur turc Murat Ulku a transmis le vœu de son ministre de la Défense Yassar Gouler, tout en présentant le nouvel attaché militaire accrédité en République démocratique du Congo. Il a salué le leadership ferme du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, tout en réaffirmant l'engagement d'Ankara à accompagner Kinshasa dans la restauration durable de la paix, soulignant les avancées concrètes de la coopération militaire bilatérale. Dans la même dynamique, l'ambassadeur du Liban, Haïtam Ibrahim, a renouvelé les liens d'amitié et la volonté commune
commune de renforcer la coopération entre les deux pays. Enfin, l'ambassadeur du Burundi, le général-major agricole Mwamba Ntirampeba, a échangé avec le vice-premier ministre sur les préparatifs d'une prochaine visite officielle au Burundi axée sur le renforcement de la coopération militaire entre Kinshasa et Bujumbura. Lutte contre le poche noir à Kinshasa, la SNEL a donné un coup de pouce pour augmenter la puissance de ses outils. Les travaux de reconduisement du transformateur au poste UTESCO ont atteint plus de 95% de son exécution. Encore une fois de plus, Yvette Nankuntima et Fiston Vingala. C'est ce qu'on appelle la lumière au bout du tunnel. Au quartier GB, dans la commune d'Engalima, les travaux de reconditionnement du deuxième transformateur des 100 MVA au poste UTESCO touchent à leur fin. Sur le terrain, samedi 14 février 2026, les équipes de la Société nationale d'électricité SNEL SA, appuyées par une firme sud-africaine spécialisée, s'activent pour les derniers réglages. Sectionneurs, système de mesure, vérification technique, tout est passé au peigne fin avant la mise en service. Objectif est clair, améliorer significativement la qualité de la desserte en énergie électrique et réduire les phénomènes de délestage dans cette partie stratégique de Kinshasa. Nous sommes au-delà de 90%, nous sommes pratiquement à la fin. Côté poste extérieur, on avait déjà raccordé la deuxième section du jeu de barre 220 et côté transfo, on a pratiquement reconditionné. C'est un transfo de 100 MVA qu'on ajoute. Le deuxième aussi, 100 MVA, on peut estimer que une grande partie de la clientèle qui sera alimentée, il y aura de l'impact, c'est-à-dire ça va réduire aussi les poches noires par rapport au secteur de distribution. À l'initiative de ces chantiers, le directeur général de la SNEL SA, l'ingénieur Teddy Lwambamouba, déterminé à renforcer la stabilité énergétique de la capitale. Ces projets s'inscrivent dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de l'amélioration de la desserte en énergie électrique à travers le pays. Et dans un autre registre, le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, Jean-Dédier Désiré Ntanga, vient de séjourner à Rabat où il a pris part à la 42e réunion consultative pré-sommet des organisations de la société civile pour mettre en lumière l'expérience en matière de la stabilisation post-conflit. Peggy Mukunda pour d'autres détails. Dans son intervention, le coordonnateur du PDDRCS, Jean-Dédier Désiré Ntanga Ntita, a insisté sur le rôle stratégique de l'accès à l'eau potable. Ce dernier a martelé qu'au-delà de l'aspect infrastructurel, l'eau constitue un véritable levier de stabilisation sociale, de justice de genre et de réintégration des ex-combattants. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans les zones de conflit, le coordonnateur national a précisé qu'un simple point d'eau sécurisé peut devenir un espace de dialogue, de réconciliation et de cohésion entre communautés autrefois opposées. Il a notamment mis en avant les résultats probants du programme dans la ville de Kalemi, à l'est de la RDC, où l'intégration des femmes dans la gestion locale de l'eau a permis de transformer des communautés fragiles en symboles de stabilité. Cette approche a entraîné plusieurs effets positifs tels que la réduction des maladies liées à l'eau, les retours des filles à l'école, l'autonomisation économique des femmes, la réintégration des démobilisés et la diminution des tensions communautaires. Ces initiatives s'inscrivent dans la stratégie nationale portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, président du comité de pilotage du PDDRCS et promoteur de la masculinité positive tant sur la scène nationale qu'internationale. Le plaidoyer du coordonnateur national du PDDRCS, Jean-Dédier Désiré Ntanga Ntita, a résonné comme un appel à l'action, institutionnaliser l'approche genre, mobiliser des financements durables, renforcer la gouvernance inclusive et promouvoir l'intégration régionale autour des ressources hydriques. Sortie des terres à Kolwezi, capitale minière du Lualaba, la cathédrale Notre-Dame
de la paix. Cette nouvelle bâtisse, construite par le gouvernorat provincial, est un symbole de coopération entre l'État et l'Église. Une cérémonie qui a rassemblé une centaine de fidèles venus de coins et recoins pour assister à cet événement inédit sur place. Le ministre des Médias et de la Communication et son collègue de la Justice ont représenté le gouvernement central dans cette messe inaugurale célébrée par Richard Kazadi, évêque du diocèse de Kolwezi. D'autres détails dans ce reportage. Ambiance des grands jours dans la ville de Kolwezi. La dédicace de la cathédrale Notre-Dame de la Paix, Maria Police, a drainé du monde. Autorités politico-administratives, ecclésiastiques et autres invités de marque ont répondu présents à ces grands rendez-vous avec l'histoire. Remise symbolique des clés effectuées entre la bienfaitrice, la gouverneure Fifi Masuka Saini, et le bénéficiaire, les diocèses de Kolwezi. L'assistance a pris part à cette célébration eucharistique qui consacre cette cathédrale entre les mains des dieux selon les rituels de l'Église catholique. L'évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, a consacré cet édifice entre les mains des dieux et de la Vierge Marie. C'était en voie de prononcer des paroles de bénédiction assorties des cadeaux à l'endroit de la bienfaitrice, la gouverneure Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, sa famille biologique, l'entreprise qui a exécuté les travaux, ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la matérialisation de cet ouvrage dont les travaux ont pris 1 année et 4 mois. On a les devoirs tous les jours de notre vie par la grâce que Dieu nous donne. Donc je continuerai à les servir, je continuerai à construire ce qui est bon pour la population, pour que cette population se tourne vers les seigneurs. 2 membres du gouvernement, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et les ministres d'État de la Justice et Garde des Sceaux Guillaume Djefa ont pris part à cette grandiose cérémonie aux côtés des sénateurs, députés nationaux ainsi que des députés provinciaux et plusieurs évêques venus d'autres provinces ecclésiastiques. Ici, depuis que nous venons, chaque fois que nous venons, nous constatons qu'il y a des choses qui changent. Tout le monde voit de soi-même. Lorsque vous parcourez l'aéroport pour arriver à cet endroit, vous vous dites qu'il y a des choses qui bougent. Je pense qu'il n'y a pas meilleure réponse à donner à ceux qui font du bruit que la qualité de notre travail. Et de ces points de vue, le président de la République l'a déjà dit et redit plusieurs fois. Nous étions avec la première ministre ici. Elle a dit, elle a redit. Et aujourd'hui, nous venons redire et confirmer à travers cette œuvre qui va renforcer la foi des populations de la Baise et de la région. Ainsi, le rêve tant caressé par Fifi Masuka d'offrir une bâtisse à Dieu s'est concrétisé. La gouverneure du Lualaba s'est séparée d'avec ses invités avec le sentiment du devoir accompli. C'est confirmé, la 13e réunion périodique de gouverneurs va se dérouler du 3 au 7 mars prochain dans l'espace Grand Bandundu. L'annonce est contenue dans un message officiel signé par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabane, qui instruit à l'Assemblée provinciale et au gouvernement provincial de prendre toutes les dispositions pour la réussite de cette conférence qui traite différents sujets liés au développement des provinces. Jacques Kaboba pour d'autres détails. Ville portuaire au croisement des 3 rivières, Kwilu, Kouango et Kasaï, Bandundu, chef-lieu de la province de Kwilu, s'apprête à accueillir la 13e session de la conférence des gouverneurs prévue du 3 au 7 mars 2026. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, dit au cours du compte rendu de la 78e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 13 février dernier. Au plan politique, le vice-premier ministre a informé le Conseil de la tenue du 3 au 7 mars prochain à Bandundu-Ville dans la province du Kwilu de la 13e conférence de gouverneurs. Avec ces 3 communes, Dissassi, Bassoko et Mayoyo, Bandundu, en tant que centre administratif provincial, possède plusieurs établissements d'hébergement. Il y a des places, tout est bien arrangé. On a bien sillonné dans toute la ville, alors vraiment tout est dans les bons. Il y a des hôtels, tout est bien arrangé. Bon, brièvement nous avons l'éléphant, nous avons les villes d'hôtels, nous avons les Majestiques. Donc il y a tant d'hôtels qui pouvaient héberger toute la délégation. Nous avons dans la ville beaucoup d'hôtels, beaucoup de centres qui pourront être à mesure d'accueillir toutes les délégations qui vont arriver. À la grande messe,
la RTNC station provinciale, réhabilitée grâce à l'intervention du directeur général, Madame Sylvie Elenge Niembo va accomplir sa mission sans difficulté. Nous remercions Madame Sylvie Elenge Niembo qui est notre DG. Nous qui étions dans un état désespéré, mais Dieu a fait grâce par le biais de Madame la DG. Elle a pu réhabiliter notre staff technique, notre partie matérielle qui était vraiment endommagée. Et suite à ces techniciens qui nous a légués, nous sommes vraiment très émus. Nous avons recommencé le travail. Bandundu offre l'image d'une ville ouverte, debout et prospère pour le développement de la République démocratique du Congo en général et la province du Kwilu en particulier. La catastrophe environnementale à la base de régie des activités minières de l'entreprise Dongfang International Mining ne restera pas impunie. La commission mise en place pour établir les responsabilités a rendu son rapport final au ministre de Mines, Louis Watoum. Le commentaire de Cédric Enina. Après l'incident environnemental survenu à Lubumbashi, la commission interministérielle spéciale a rendu public les conclusions de ses travaux relatifs aux événements du 4 novembre 2025 sur le site SEDEM, joli site, placé sous la très haute autorité du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et sous la supervision du ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba. La commission avait pour mission d'établir les responsabilités, d'évaluer l'ampleur des impacts humains, sanitaires et environnementaux et de proposer des mesures correctives strictes à la suite de l'incident impliquant la société Congo Dongfang International Mining. Sur le plan sanitaire, 670 personnes affectées ont été prises en charge, 350 ménages ont bénéficié d'une assistance directe, incluant la distribution quotidienne de plus de 30 000 litres d'eau potable. Parallèlement, 15 forages ont été programmés, dont 7 déjà réalisés, en plus des opérations de dépollution, des neutralisations et de la construction d'un bassin de rétention des secours. Un processus d'indemnisation des victimes a également été enclenché. Sur instruction du ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba, des investigations approfondies ont été menées. Au-delà de l'urgence, le gouvernement réaffirme que l'exploitation des ressources naturelles ne saurait se faire au détriment de la vie humaine et de l'environnement. C'est une reconnaissance industrielle pour les investissements. La République démocratique du Congo renforce son statut stratégique dans les minerais critiques à Kipushi, au cœur de la province du Haut-Katanga. La Kipushi Corporation signe un retour historique avec plus de 2000 tonnes de zinc en 2025, dont un record mensuel en décembre. Images et commentaires. Alors que la République démocratique du Congo confirme son rôle stratégique dans l'approvisionnement mondial en minerais critiques, un nom mythique fait un retour fracassant. Kipushi Corporation, au cœur du Haut-Katanga, l'historique mine de Kipushi renoue avec la performance et signe une année 2025 tout simplement exceptionnelle. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 168 tonnes de zinc en concentré produites en une seule année. Et le mois de décembre a pulvérisé tous les records, 22 629 tonnes produites en 30 jours. Un voyage historique qui va nous ramener à plus de 300 ans de création de richesses, de géologie, de découverte et de prospérité. La contribution de Kiko à l'économie nationale est substantielle. Pour l'année 2024, Kiko a généré et distribué plus de 371 millions de dollars de valeur. Et donc le géant endormi s'est relevé grâce à un partenariat fort entre Kiko et ses actionnaires, Ivanhoe Mines et Gécamines. Nous avons réussi un pari qui était longtemps perçu comme inachevable, mais nous l'avons fait. Une renaissance industrielle, un signal fort pour les investisseurs et une confirmation. La République démocratique du Congo ne suit pas la transition énergétique mondiale. Elle en est l'un des moteurs.
Un reportage signé Joël Makela. Parlons à présent de cette mission conduite par la cellule de redressement productif dans plusieurs industries dans la capitale congolaise, une itinérance dans le cadre du programme de relance de la production nationale initié par le vice-premier ministre au ministre de l'économie nationale, Gros Panda, pour le reportage. L'objectif poursuivi dans cette mission de terrain réalisée par la CEREP, cellule de redressement productif, consiste à écouter les opérateurs économiques, évaluer leur niveau de production, identifier les obstacles à leur développement et proposer des mesures de soutien d'ordre fiscal, industriel et administratif. À la bouteillerie de Kinshasa, Boukine, spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre pour industrie de boissons fournissant la Branima, la Bracongo, la Brasco, cette entreprise est en faillite depuis 2021. La SOGEC, active dans les équipements techniques et énergétiques ainsi que de projets solaires et hydroélectriques, partenaires de la SNEL, les projets Kinshasa Kitoko Kintoko, lancés en 2021 pour valoriser les déchets plastiques contribuant à l'économie circulaire et à la protection de l'environnement. La Palmuco, spécialisée dans la production d'huile de palme, participant à la valorisation des matières premières agricoles nationales, la réduction des importations et la création d'emplois dans la chaîne agro-industrielle. Angèle Cosmétique, avec plus de 50 gammes de produits de grande consommation fabriqués localement, tels que la margarine, les lotions et autres produits de ménage, avec les labels fabriqués en RDC, Food Life, situé à Limité, qui se distingue dans la fabrication de chocolat et de produits dérivés pour la diversification de la transformation agroalimentaire locale, et enfin Fameco pour la transformation de la ferraille recyclée en barre de fer pour la construction. Cette industrie contribuant à l'industrialisation et à la réduction des importations des métaux de construction, malgré la réelle volonté de produire localement avec un potentiel industriel avéré. Toutes ces entreprises évoluent dans un environnement fiscal et structurel contraignant, avec des pertes de clients, concurrence déloyale, des importations à bas prix, surtaxation des matières premières. Le tableau est sombre, avec multi-difficultés. La mission de la CEREP était d'examiner toute la situation et mettre en lumière la nécessité de protéger les industries locales, alléger la fiscalité sur les intrants productifs et soutenir l'investissement industriel pour consolider le redressement productif national. Fondé le 15 février 1982 par Etienne Tshisekedi Mulumba et ses collègues parlementaires, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS demeure l'une des principales formations politiques en République démocratique du Congo. Après 37 ans de l'opposition, le parti a accédé au pouvoir en décembre 2018. 44 ans après, l'UDPS continue de placer la démocratie, l'état de droit et la justice sociale au cœur de ses actions. Alain Bikaï pour les reportages. Cette célébration a réuni cadres et combattants afin de raviver la mémoire du combat mené par les pères fondateurs pour la démocratie et l'état des droits. Tour à tour, le secrétaire général adjoint Jean Tezo, la première ministre Judith Souminoa, le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Claude Tshilombaï, ainsi que l'un des fondateurs Charles Dianoken ont rappelé les parcours et la lutte politique d'Etienne Tshisekedi Mulumba de mémoire et ses compagnons pour l'avènement de la démocratie. Ils ont souligné que l'Union pour la démocratie et le progrès social a fait 37 années d'opposition face à 3 régimes successifs avant d'accéder au pouvoir en 2018. Ce parcours a été semé d'embûches marquées par les arrestations, des brimades, des relégations, des tueries. Les intervenants ont appelé à l'amour, à l'unité, à la cohésion, afin de pérenniser l'œuvre de ces vaillants compatriotes qui ont bravé la peur pour faire face à la dictature de Mobutu. À cette occasion, le secrétaire général du parti a axé son intervention sur les performances jugées inédites réalisées par le régime de Félix-Antoine Tshisekedi en faveur de la population en 7 ans, notamment dans les domaines des droits humains, du social et des infrastructures de base.
Dans la même dynamique, le député national de Mwamba a invité le peuple congolais à l'unité et à la vigilance afin de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Les lauréats du concours de l'agri-entrepreneuriat organisé par la coordination de la COPEMCO qui vont participer au Salon international de l'agriculture de Paris sont connus. Ils ont été présentés le week-end dernier aux différents partenaires étatiques et privés dans la commune de la Gombe. Reportage. Ils sont au nombre de 10 qui vont représenter la République démocratique du Congo au Salon de l'agriculture 2026 à Paris. Ces lauréats avaient participé au concours organisé par la coordination nationale de la COPEMCO, Confédération des petites entreprises du Congo, avec la participation de quelques structures étatiques du pays. Une façon de soutenir les jeunes entrepreneurs, de valoriser les produits agricoles, mais aussi ces produits transformés localement à RDC. Toujours dans l'esprit d'accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement congolais dans leurs efforts de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes et de l'agriculture, socle du développement durable. Une satisfaction pour le coordonnateur des jeunes de la COPEMCO, Ben Boukassa, qui pour lui, la RDC sera valablement représentée au Salon de l'agriculture 2026 à Paris avec des produits bien manufacturés. C'est l'occasion pour nous de sélectionner des bons produits, des ambassadeurs qui vont représenter valablement la République démocratique du Congo à cette grande compétition qui est le Salon international de l'agriculture. Nous pouvons dire que c'est là la base même, la motivation, ce qui nous a poussé à lancer ces projets, c'est pour promouvoir, donc créer des occasions de promouvoir, soit sur le plan national qu'international, les jeunes entrepreneurs. L'un des lauréats n'a pas caché sa satisfaction. C'est un message que nous lançons à la jeunesse congolaise, de l'espoir que c'est possible que la jeunesse congolaise puisse prendre en main la valeur que nous possédons, nous, la RDC. Notons que les représentants de quelques institutions du pays étaient présents lors de cette cérémonie, notamment l'ANAPEX, l'ANADEC, l'OCC et d'autres partenaires privés. Et c'est l'essentiel avec l'actualité de ces matins coordonnée par Cédric Kenina, réalisé par Mamita Bangoulou et Jonathan